Oui, on vous passe la parole, madame Mathilde. Bonjour. Bonjour. Ah oui, bonjour. Alors, je vais juste partager, du coup, mon écran. Alors, vous voyez mon écran? Parfaitement. Oui, bonjour à tous. Merci, beaucoup, pour, heu, d'être, d'être là pour, nous écouter aujourd'hui. Je voudrais surtout remercier le professeur Hamama de m'avoir invité à cette session et tous les organisateurs, du congrès. Donc moi, je suis le docteur Bourdon. Je travaille, au sein de l'unité de médecine de la reproduction du service de gynécologie de l'hôpital Cochin, dirigé par le professeur, Chaperon et le professeur Santouli, et on va aborder ensemble un thème, qui est l'adénomiose et l'infertilité. Quoi de neuf? Donc, comme vous le savez, l'adénomiose, c'est une pathologie qu'on diagnostiquait plutôt, à l'aide de la chirurgie, initialement, avec le diagnostic anatomopathologique. Et avec ce diagnostic histologique, c'était une pathologie qu'on connaissait plutôt chez les femmes en fin de vie, reproductive. Et depuis, la possibilité de faire le diagnostic à l'imagerie avec l'IRM et l'échographie, eh bien, on a mis en évidence que cette pathologie existait également chez les femmes plus jeunes en âge de procréer. Et donc il y avait une augmentation de la prévalence de cette pathologie chez ces jeunes femmes. Donc ça a été montré dans plusieurs séries, notamment dans les séries qui sont citées ici, où on étudiait des femmes, jeunes, donc à gauche, c'est des femmes de moins de 27 ans, et on retrouvait quand même 30 environ de numéose diffuse, et puis à droite, dans une série publiée par le professeur Chaperon, chez des patientes de moins de 41 ans, et on retrouvait également 34 d'anémiose diffuse. Dans une grande étude de cohorte rétrospective qui avait été faite sur des femmes, aux États-Unis, des données, issues de l'assurance santé, on observait également, dans une série de plus de 300 000 femmes, que chez les 36-40 ans, il y avait 20 d'adénomyose, et c'est important de se poser la question de la fertilité, chez ces patientes. Alors, le diagnostic avec l'imagerie a permis également de mettre en évidence plusieurs types d'adénomyose. Donc il existe plusieurs classifications, que ce soit à l'échographie ou à l'IRM. Mais globalement, par toutes ces classifications, ou toutes ces descriptions anatomiques montrent 2 choses, assez claires, qu'il y ait des lésions plutôt du myomètre interne, des lésions diffuses du myomètre interne, et plutôt des lésions focales, du myomètre externe. Et on s'est rendu compte ces dernières années que selon le type de lésion anatomique, eh bien, on observait des profils cliniques qui étaient, également différents. Donc, vous connaissez les symptômes, classiques de l'adénomiose, mais la répartition de ces symptômes peuvent varier selon le type de lésion, et notamment, effectivement, ce ne sont pas les mêmes patientes, parce que quand on regarde déjà juste l'âge des patientes, on voit que les patientes qui ont une adénomiose diffuse ici en bleu, elles sont plus âgées que les patientes qui ont une adénomiose focale, du myomètre externe, là en vert. Donc quand on s'intéresse à la fertilité, qui est le sujet, du jour, on voit également que, eh bien, la répartition, de l'infertilité selon les types de lésions est différente. Et dans une série qu'on avait, publiée en 2021 avec le professeur Chaperon, on montrait que, on retrouvait plus souvent de l'infertilité primaire chez les patientes qui avaient, des lésions d'adénomiose focale du myomètre externe, par rapport aux patientes qui avaient une adénomiose diffuse du myomètre interne. Alors, quels sont les mécanismes pour cette infertilité? Il y en a plusieurs qui sont, décrites. On va les revoir ensemble rapidement, et notamment, les nouveautés. Concernant l'altération du myomètre, potentiellement, il y a des modifications qui ont lieu, au sein de l'endomètre ectopique, qui vont altérer, l'implantation. Vous savez que pour l'implantation normale, il y a de nombreuses modifications immunitaires, un infiltrat de cellules inflammatoires, de cytokines qui vont être présentes au niveau de l'endomètre ectopique, pour permettre le dialogue entre l'embryon et l'endomètre ectopique. Et il a été montré dans l'adénomiose qu'il existait de nombreuses modifications immunitaires au sein de cet endomètre ectopique, notamment des modifications au niveau des cellules lymphocytaires T, des macrophages, et des modifications des molécules inflammatoires. Donc potentiellement, ces modifications immunitaires peuvent altérer l'implantation normale dans l'implantation. Et dans un travail que nous sommes en train de finaliser au sein de l'hôpital Cochin avec le professeur Chaperon et le professeur Santouli,
Nous avons mis en évidence dans un modèle murin ces modifications immunitaires pendant la période implantatoire chez les souris adénomiosiques par rapport à des souris contrôle. Donc on observait à la fois une modification des issues de grossesse, notamment une augmentation des fausses couches, et en parallèle, on observait une modification des cellules immunitaires, notamment une augmentation des macrophages M1, qui sont les macrophages inflammatoires, et puis des modifications au niveau des cellules lymphocytaires T et Treg qui étaient augmentées dans cette période vraiment péri-implantatoire chez la souris. Donc ça montre bien l'impact potentiel de cette augmentation de modification immunitaire dans l'adénomiose sur l'implantation. Alors, il y a d'autres mécanismes, notamment les modifications anatomiques du myomètre, le fait d'avoir des lésions d'endomètre qui sont présentes dans le myomètre, eh bien, ça va modifier la forme anatomique et notamment modifier également les contractions du myomètre. Vous savez que il y a une activité de contraction qui a lieu à partir de la zone jonctionnelle, qui est la zone entre l'endomètre et le myomètre, qui sont des contractions physiologiques et qui vont permettre de différents processus pour la reproduction normale, notamment le transport des spermatozoïdes et l'implantation. Et dans l'adénomiose, probablement ces contractions peuvent être modifiées et altérer la fertilité. Donc, ça avait été montré il y a déjà de nombreuses années par Kunz, qui montrait qu'il y avait une modification de la fréquence des contractions chez les patientes adénomiosiques. Et plus récemment, il y a une équipe hollandaise qui a publié plusieurs séries sur la contractilité utérine et qui retrouvait chez les patientes adénomiosiques des modifications de cette contractilité et notamment une altération de la coordination des contractions dans la phase lutéale chez les patientes qui ont de l'adénomiose et potentiellement cela pourrait impacter la fertilité. Les derniers mécanismes évoqués, surtout aussi l'association avec l'endométriose. Vous savez que l'endométriose, c'est également une pathologie à risque d'infertilité. Et donc, l'association de ces deux pathologies pourrait entraîner encore plus d'infertilité chez les patients, d'autant plus qu'on sait que cette association, elle semble relativement fréquente. Alors, elle varie selon les séries, mais il y a plusieurs séries qui vont montrer une association très importante, qui va être de plus de 70%. Et en fait, probablement, cette association, elle va dépendre de la forme de l'adénomiose parce que nous avions pu mettre en évidence que c'était surtout l'adénomiose focale du myomètre externe qui était le plus souvent retrouvée associée avec de l'endométriose, notamment des lésions d'endométriose profonde. Ça, c'est vraiment important de garder en tête cette association avec l'endométriose parce que ça peut avoir un impact clinique, notamment dans la prise en charge, puisqu'il avait été également montré que quand on opérait des patientes d'une endométriose afin d'augmenter leur fertilité spontanée, eh bien, si on avait une adénomiose associée, on diminuait le succès de cette chirurgie. Donc, c'est vraiment important de garder en tête cette association, notamment dans la prise en charge thérapeutique des patientes. Alors, donc, quelle est la prévalence de l'infertilité chez les patientes qui ont une adénomiose? Ça, c'est une question auquel on a peu de réponses aujourd'hui. On ne sait pas exactement quelle est la proportion de femmes infertiles chez les adénomioses. Les données qu'on peut avoir sur les infertilités spontanées, elles sont très pauvres. Notamment, il y a ces données, une étude animale chez le babouin. C'était des babouins qui avaient de l'adénomiose. Et on voyait que chez ces babouins, eh bien, il y avait plus souvent une infertilité, une diminution des grossesses spontanées, et ça indépendamment de la présence de l'endométriose. Dans une série de notre centre, nous avions aussi étudié le pourcentage d'infertilité chez les femmes qui avaient de l'adénomiose et on retrouvait donc on avait étudié des femmes qui avaient reçu une IRM pelvienne, on avait regardé si elles avaient ou non de l'infertilité et si elles avaient ou non une adénomiose et on retrouvait 30% de femmes infertiles chez les femmes qui présentaient de l'adénomiose. Nous avions également retrouvé dans cette étude que les patientes qui avaient une infertilité primaire avaient plus souvent une adénomiose focale du myomètre externe et donc ce lien entre l'infertilité et l'adénomiose focale du myomètre externe. Les données qu'on peut avoir vont être plutôt issues des données de l'assistance médicale à la procréation. Donc, il existe plusieurs méta-analyses sur ce sujet. J'ai cité ici la méta-analyse de Horton. On peut retrouver de façon assez nette que les patientes qui ont de l'adénomiose avaient des chances de naissance
et de grossesse qui étaient significativement inférieures par rapport aux patientes qui n'avaient pas d'adénomiose et un risque de fausse couche augmenté. Donc, il y a aussi des modifications sur le déroulement de la grossesse et sur les complications obstétricales. Et donc, dans cette méta-analyse, on voyait très clairement qu'il y avait une augmentation également du risque de prééclampsie, de petits pour l'âge gestationnel, de césarienne et de prématurité. Voilà, donc après, comment on va faire pour prendre en charge cette infertilité associée à l'adénomiose? Donc, il y a plusieurs options thérapeutiques dont on va discuter aujourd'hui. La première, c'est l'assistance médicale à la procréation et puis le traitement d'exérèse des lésions d'adénomiose. Alors, concernant le premier volet, donc l'assistance médicale à la procréation, donc dans une série de 200 patientes qui ont été suivies dans notre centre, qui avaient reçu une IRM, on s'est intéressé aux chances de naissance chez ces patientes qui ont de l'adénomiose et nous avions regardé donc leur taux de naissance. On pouvait voir que c'était toutes des patientes qui avaient une endométriose, plus ou moins une adénomiose. Et on peut voir que chez les patientes qui avaient donc une endométriose plus une adénomiose, les chances de naissance en cumulé étaient de l'ordre de 52%, donc ce qui est plutôt correct. Néanmoins, elles avaient moins de chances de naissance que les patientes qui avaient une endométriose isolée sans adénomiose, puisque celles-ci avaient des chances de naissance de 70%. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la fécondation in vitro, elle semble quand même fonctionner chez les patientes qui ont de l'adénomiose, bien que les chances de naissance étaient inférieures par rapport aux patientes qui avaient une endométriose isolée. Quand on regardait le type d'adénomiose et notamment le type de lésion à l'IRM, on a mis en évidence que plus les patientes avaient à l'IRM des spots hyper intenses en T2, ce sont les petits points blancs que vous pouvez voir sur l'image IRM là, moins elles avaient de chances de naissance. Et quand on regardait avec une analyse multivariée, on voyait effectivement la présence d'adénomiose était associée à une diminution des chances de naissance et notamment aussi la présence de ces spots hyper intenses en T2. À l'échographie, l'étude, Sharma et son équipe ont montré également des résultats qui étaient à peu près similaires, notamment que les patientes qui avaient une endométriose isolée avaient des chances de naissance qui étaient comparables aux des patientes qui n'avaient pas d'endométriose ni d'adénomiose. Et quand ces patientes avaient en plus une adénomiose ou une adénomiose isolée, eh bien, on diminuait significativement les chances de naissance en FIV, donc en présence d'adénomiose. Dans cette étude chinoise très récente qui a été publiée cette année, on peut voir que donc le diagnostic était fait également à l'échographie et ils étudiaient selon le type de lésion. Donc dans le groupe A, c'est des patientes qui avaient une adénomiose diffuse. Dans le groupe B, des patientes qui avaient une adénomiose focale. Et on peut voir que les patientes qui ont une adénomiose diffuse avaient des chances de grossesse qui étaient significativement inférieures aux patientes qui avaient une adénomiose focale. Donc, probablement, les résultats de la FIV sont inférieurs en présence d'adénomiose, que ce soit diagnostiqué à l'écho ou à l'IRM, et surtout en présence donc, de spots hyper intenses en T2 qui sont quand même souvent associés à l'adénomiose diffuse ou à l'échographie avec la présence d'adénomiose diffuse. Alors, quel protocole on peut proposer pour ces patientes qui ont une adénomiose? Donc, vous pouvez voir sur la partie gauche la méta-analyse de Rocha, qui est une méta-analyse brésilienne qui a été publiée il y a quelques années et qui était intéressante puisqu'elle comparait différents protocoles, notamment l'utilisation, donc ici, des taux de naissance, l'utilisation d'un protocole agoniste long versus un protocole court. Et on observait donc qu'il y avait des chances de naissance vivante chez les patientes adénomiosiques qui étaient supérieures avec l'utilisation d'un protocole agoniste long. À gauche, cette méta-analyse un petit peu plus récente qui montre des données qui vont dans le même sens, qui montrent que quand on compare les patientes qui ont de l'adénomiose par rapport à des patientes sans adénomiose, si on utilise un protocole agoniste long, eh bien, on n'a plus de différence sur les chances de naissance. Par contre, si on utilise un protocole antagoniste et un protocole court, eh bien, on diminue les chances de naissance, ce qui va plutôt en faveur de l'utilisation d'agoniste GnRH avant la stimulation ovarienne dans l'adénomiose.
Alors pourquoi est-ce que l'agonie GnRH pourrait être intéressant? Probablement, enfin ça c'est une étude qui avait comparé, différents, traitements de dans l'adénomyose et les fibromes et notamment on voyait que le volume utérin, quand on utilisait un agoniste GnRH diminuait significativement après 16 semaines de traitement. Donc, vous voyez ici le volume utérin en millilitres qui diminue significativement et potentiellement cette diminution de volume utérin peut améliorer les chances de grossesse. C'est ce qu'on peut voir dans cette étude, qui comparait, les résultats de la fécondation in vitro dans l'adénomiose selon le volume utérin. On peut voir ici dans le groupe A les patientes qui avaient le plus faible volume utérin versus les patientes du groupe B, un volume utérin plus élevé et on pouvait voir que les chances de naissance était plus important chez les patientes qui avaient un volume utérin plus faible. Donc, potentiellement, cet agoniste GnRH pourrait jouer à ce niveau-là. Il peut également avoir un impact au niveau de l'implantation et ça, c'est des données qui sont issues des études animales. Chez la souris, l'équipe de Guo avait montré que quand on traitait des souris qui avaient de l'adénomyose avec de l'agoniste GnRH avant la mise en reproduction, eh bien, ça permettait de corriger les troubles de la fertilité chez ces souris. Notamment, donc là, ce qui était étudié, c'était le nombre de petits par portée. Chez les souris, vous savez qu'il y a plusieurs bébés par grossesse. Et on voyait dans le groupe contrôle qu'il y avait 11 petits souriceaux par portée. Dans le groupe adénomiose 7, et quand on traitait avec l'agoniste GnRH, on retrouvait un nombre de petits par portée qui était similaire au groupe contrôle. L'utilisation d'agonistes GnRH a montré également son intérêt, notamment pour limiter le risque de fausse couche. Alors, ce sont des données issues d'une cohorte rétrospective où le diagnostic d'échographie a été fait le diagnostic d'adénomyose a été fait à l'échographie et on pouvait voir que les patientes qui avaient de l'adénomyose avaient plus de fausses couches par rapport aux patientes sans adénomyose qui sont la courbe d'en bas. Et puis, quand on rajoute un agoniste GnRH, avant un transfert, eh bien, on diminuait ce risque de fausse couche. Alors, OK pour l'utilisation d'agonistes GnRH, mais quel protocole utiliser pour le transfert d'embryon? Est-ce qu'il faut transférer l'embryon juste après la stimulation ou transférer en différé, c'est-à-dire la technique de freeze-all, de congeler tous les embryons et de transférer ultérieurement les embryons congelés? Donc, c'est une question qu'on peut se poser aussi pour la prise en charge en AMP. Donc, dans cette étude de Wu, qui est encore une étude chinoise, il comparait ici 2 groupes, donc un groupe contrôle, un groupe adénomiose et dans tous les 2 groupes, les patientes recevaient un agoniste, un protocole agoniste long et on peut voir que, chez les patientes adénomiose, par rapport aux patients de contrôle, on observe une diminution des chances de naissance. Par contre, si on utilise cet agoniste de façon prolongée pendant plus de 3 mois avant la stimulation, donc un protocole ultra long, eh bien, ça permettait d'obtenir des chances de grossesse qui étaient identiques au groupe contrôle. Donc, en cas de transfert frais, peut-être que l'utilisation d'agonistes est intéressante, mais notamment si elle est utilisée de façon prolongée, au moins 3 mois, peut-être avant le transfert. Donc, dans cette étude, ici, on regardait selon le sous-type d'adénomiose et on pouvait observer que cette différence, elle était surtout significative en cas d'adénomiose diffuse et que l'utilisation d'un protocole ultra long agoniste GnRH pourrait être intéressant chez ces patientes. Donc, est-ce que le transfert d'embryon congelé peut être intéressant également? Donc ça, c'est une étude qui est maintenant un peu ancienne, qui date de 2013 et qui comparait cette fois-ci donc que des patientes qui avaient reçu un transfert d'embryon congelé, qui avaient de l'adénomiose, qui avaient reçu un traitement hormonal substitutif seul pour préparer l'endomètre, en jaune, versus en bleu des patientes qui avaient reçu donc ce même protocole, mais avec un pré-traitement par agoniste GnRH. Et on voyait clairement dans cette étude rétrospective qu'on avait une augmentation des chances de grossesse quand on avait eu le pré-traitement par agoniste GnRH. Donc, en cas de transfert d'embryon congelé, ce pré-traitement par agoniste GnRH pourrait être intéressant. Et donc, dans cette étude plus récente, cette fois-ci, on comparait donc ce transfert d'embryon congelé avec le pré-traitement agoniste GnRH.
par rapport au transfert frais avec un protocole ultra long ou un protocole long. Donc, vous avez ici la représentation graphique et on peut voir que les chances de naissance étaient plus importantes encore dans le groupe transfert d'embryon congelé avec l'agoniste GnRH en pré-traitement. Voilà, après, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'agoniste GnRH ou est-ce que c'est le fait de transférer aussi les embryons à distance de la stimulation ovarienne qui peuvent être intéressants dans cette pathologie? Donc, on s'est intéressé à cette question et notamment, on a comparé les patientes qui avaient reçu un transfert frais versus des patientes qui avaient reçu une stratégie de freeze-all pour transférer les embryons. Donc, on a étudié les patientes dans notre centre et on mettait en évidence que les chances de naissance cumulée étaient significativement supérieures pour les patientes qui avaient eu la congélation de toute la cohorte embryonnaire avec la stratégie de transfert en freeze-all par rapport à des patientes qui avaient un transfert frais. Et ça a été confirmé après analyse multivariée. Voilà pour l'assistance médicale à la procréation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre option thérapeutique? Alors, il y a tous les traitements de chirurgie d'exérèse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chirurgies, elles sont principalement réalisées, en tout cas, toutes les études publiées sur le sujet viennent du Japon. Ce sont des techniques qui sont assez complexes avec différentes techniques décrites dans la littérature. L'objectif étant d'avoir une exérèse complète des lésions d'adénomiose. Quelles sont les données sur la fertilité après ces chirurgies conservatrices d'adénomiose? Eh bien, on observe quand même des chances de grossesse qui sont relativement importantes dans les séries. Dans cette série, on observait par exemple 60%, plus 60% de grossesse. Néanmoins, on peut quand même observer que la majorité des grossesses qui apparaissent après ces chirurgies apparaissent également après un traitement par fécondation in vitro, dans plus de 2 tiers des cas. Cette seconde série montre des résultats qui sont globalement similaires, avec des taux de grossesse qui sont plutôt bons, au-delà de 60%, notamment chez les patientes qui ont moins de 39 ans. Et encore une fois, des chances de naissance après chirurgie qui sont obtenues plutôt après fécondation in vitro. Alors, il y a une méta-analyse, donc celle dont je vous ai parlé précédemment, cette méta-analyse brésilienne publiée par Rocha, qui s'est intéressée aussi aux chances de grossesse après chirurgie de l'adénomiose, traitement conservateur. On peut observer ici que on a à peu près 30% de taux de naissance après chirurgie, mais finalement, c'est chirurgie plus ou moins fécondation in vitro. Et quand on regarde les données sur les grossesses spontanées, donc il y a peu de données, et globalement, il semble relativement faible. Donc, il faut garder en tête aussi que c'est une chirurgie qui peut s'avérer parfois complexe, notamment puisque c'est une chirurgie d'exérèse complète, que l'adénomiose peut être plus ou moins étendue et qui a risque hémorragique, puisqu'on peut voir dans cette série de patientes qui avaient une adénomiomectomie que quasiment la moitié, un peu moins de la moitié, 45% des patientes avaient nécessité une transfusion pendant la chirurgie. L'autre point à garder en tête, ça va être le risque pour une grossesse à venir, notamment le risque de rupture utérine, qui va être quand même augmenté. Donc, dans les séries, on voit un risque de rupture utérine qui va être de l'ordre de 6%. Donc, ce qui est quand même important, une augmentation importante par rapport à la population générale, avec un risque qui va être multiplié par 100 par rapport à un utérus cicatriciel ou par 1000 par rapport à un utérus non cicatriciel. Alors, qu'en est-il des autres techniques d'exercice, de lésion, en tout cas de traitement sans chirurgie, mais éventuellement avec des traitements de radiofréquence? Eh bien, il y a peu de données qui concernent vraiment les chances de grossesse pour l'instant. Il y a cette méta-analyse qui est toute récente qui regardait éventuellement les chances de naissance et elle ne montrait pas de différence significative sur les taux de naissance. Néanmoins, je pense qu'il manque encore beaucoup de données sur ces techniques, notamment pour étudier la fertilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ces techniques, ces traitements par rapport à la fécondation in vitro?
eh bien, les résultats sont quand même relativement satisfaisants puisqu'on a plus de 50% de chances de naissance cumulées, bien que ce ne soit pas suffisant probablement pour les patientes. Ce qui est difficile, c'est que, il y a différents types d'adénomiose. Voilà, comme je vous ai montré au début, il y a plusieurs classifications. Le diagnostic, il va se faire de différentes manières selon les études, donc c'est pas toujours évident d'interpréter les résultats. On a quand même l'impression que, en tout cas sur les résultats de la fécondation in vitro, le fait d'avoir une anémiose diffuse, d'avoir des spots hyper T2, alors à l'IRM, c'est plutôt des signes qui sont péjoratifs. Mais c'est quand même, important de bien caractériser ces lésions d'adénomiose, éventuellement aussi, donc rechercher une endométriose associée et donc de faire, une bonne cartographie des lésions avec, une imagerie, adaptée. Donc que faire comme protocole? C'est que toutes les études ont l'air de dire que l'agonisme GnRH de façon prolongée avant la stimulation, si on doit faire un transfert frais, est intéressante, ou en pré-traitement avant un transfert d'embryon congelé. Ça peut être intéressant également de congeler toute la cohorte embryonnaire, et de ne pas faire de transfert frais. Mais attention encore sur tous ces traitements et ces protocoles parce que, comme, vous avez pu le voir, ce sont uniquement des études, rétrospectives de petits effectifs. Il y a pas d'études randomisées et c'est vrai que le niveau de preuve est quand même relativement, faible, sur ces traitements. Par rapport à la chirurgie, eh bien, c'est vrai que quand on regarde les chances de grossesse, elles sont quand même relativement satisfaisantes, mais gardez en tête que, bah, il faut une fécondation in vitro, dans plus de 2 tiers des cas derrière, donc il y a des faibles taux de grossesse spontanée. Heu, il y a de nombreuses techniques qui ont été décrites et puis ce qu'il faut aussi, garder en tête, c'est que pour ces patients qui ont un souhait d'enfant derrière, eh bien, il faut éviter aussi de prendre des risques sur le d'un point de vue obstétrical, notamment les risques de rupture utérine. Donc peut-être que, à l'avenir, il y aura une place qui va être plus importante pour des traitements, conservateurs sans excision des lésions avec la radiologie. Voilà et puis garder en tête aussi l'association avec l'endométriose parce que si on opère, l'adénomiose de façon complète, eh bien, il faudra aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'endométriose si on veut augmenter les chances de grossesse, spontanée. Donc c'est vrai que dans les options thérapeutiques, dans notre, centre, on va être plutôt en faveur, d'une prise en charge en assistance médicale à la procréation. Qu'est-ce qu'on va proposer? C'est vrai qu'en cas d'infertilité, la première chose à faire, qui semble importante, c'est de bien, caractériser les lésions d'adénomiose, d'endométriose, de faire, une imagerie pelvienne, hem, avec une échographie, éventuellement une IRM si nécessaire, pour pouvoir bien appréhender, bien informer les patientes, des chances de grossesse qu'elles vont avoir. Puis proposer donc en première intention donc cette assistance médicale à la procréation, éventuellement avec la technique de Freezole ou d'agonisme GnRH avant un transfert. La place de la chirurgie, elle est, elle est très petite dans notre centre. Éventuellement, ça peut être discuté au cas par cas, ou s'il y a une persistance de symptômes malgré un traitement médical ou s'il y a un échec d'AMP. Et il faut garder en tête que ces patientes auront peut-être quand même besoin d'assistance médicale à la procréation par la suite. La chirurgie, elle aura plutôt sa place une fois que le projet de grossesse, sera passé, que la patiente aurait pu avoir ses enfants et plutôt proposer éventuellement une chirurgie radicale, s'il n'y a plus de désir de grossesse, après la fin de vie, «reproductive», entre guillemets. Voilà, je tiens à remercier toute, mon équipe et donc surtout, le professeur Chaperon et le professeur Santouli, pour, l'ensemble de ces travaux qu'on a pu réaliser, ensemble. Très bien. Merci, docteur Bogdan, pour cette excellente présentation qui a fait le tour de l'adénomiose et la fertilité. Je ne sais pas si la question, c'est Hassan. Oui, docteur Bogdan. Une question pratique, parce que c'est une pathologie quand même qu'on voit de plus en plus. Le diagnostic est facile en écho. Autant pour l'AMP, les choses sont plus ou moins claires. Protocole long, transfert différé. Mais ma question, elle est simple. Aujourd'hui, est-ce qu'on a, selon votre expérience à l'hôpital Royal, ou selon les données de la littérature, quelles seraient aujourd'hui les indications pour opérer, je fais allusion aux échecs de l'AMP, combien, et est-ce qu'on peut sortir avec une lueur de recommandations? Bon, c'est vrai que, je pense que c'est vraiment,
Bon, je pense pas que vous allez pouvoir sortir avec des recommandations sur les indications opératoires dans l'adénomiose. C'est vrai que c'est quand même relativement complexe. Après, moi, personnellement, je n'opère pas ces patientes. Je crois que si peut-être vous pourrez poser la question au chirurgien plus dans la salle, mais si les lésions peuvent être plus focalisées, c'est peut-être plus facile. Pourquoi pas, ou si vraiment on est en échec d'un traitement médical, qu'on est vraiment à bout de traitement. Mais c'est vrai qu'on garde quand même en tête que c'est des chirurgies qui sont quand même complexes et ça va être vraiment en dernier recours, au cas par cas, après discussion en équipe. Voilà, je pense pas que vous allez pouvoir partir de là avec des recommandations sur l'indication opératoire dans l'adénomiose, malheureusement. Oui. Et Merci beaucoup pour cette présentation hyper claire et passionnante. Pour l'histoire, au final, de faire du frisol et un blocage paragoniste qui semble être la voie la plus prometteuse, certaines équipes retrouvent que le blocage paragoniste peut être partiel et proposent dans les pays où c'est autorisé des essais de protocole avec les anti-aromatases, comme le létrozole qui, je crois, n'est pas facile d'utilisation en France. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ou est-ce que vous conseillez pour le blocage pré-transfert une durée minimale avec vérification du blocage qu'induit l'agoniste? Par exemple, pas moins de 3 mois avec un estradiol contrôlé et une échographie. Ça, je crois qu'il y a des données surtout dans l'endométriose. Enfin, pour l'endométriose, dans l'adénomiose, je crois pas qu'il y ait énormément de données. En tout cas, il n'y a pas de données comme quoi c'était plus... Il ne semble pas qu'il y ait des données comme quoi ça marchait mieux, en tout cas pour augmenter les chances de grossesse, spécialement dans cette situation-là. Mais bon, en pratique, c'est quand même très rare d'avoir des patientes qui ne sont pas bloquées. Comment on fait en pratique? Nous, c'est vrai qu'on fait une injection d'agonigène RH décapeptyl 11-25. On va contrôler le blocage systématiquement 6 à 8 semaines après l'injection, avec un dosage de l'estradiol et une épaisseur de l'endomètre à l'échographie. Et puis, si elles sont bien bloquées, alors on va démarrer le traitement hormonal substitutif. Honnêtement, c'est exceptionnel que les patients ne soient pas bloqués. c'est voilà. Concernant la chirurgie, je pense, parce que vous en pensez, mais elle garde une indication concernant la douleur. Donc, il y a des femmes qui, en même temps, ils sont infertiles, mais ils ont une douleur menstruelle cause d'absentéisme, ils souffrent tous les mois. Donc, je pense que chez ce type de patiente, une chirurgie garde ses indications. Une chirurgie assez difficile, délicate, hémorragique, souvent associée à des ligatures vasculaires, mais dans les quelques cas que nous avons fait, il y a eu une amélioration extraordinaire de la symptomatologie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est sûr que si le traitement médical ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à trouver d'autres solutions et que la patiente, sa plainte principale est la douleur, mais à un moment, il faut aussi... voilà, c'est une discussion avec elle pour la soulager. Ça peut être effectivement, en cas d'échec d'un traitement médical en association avec une fécondation in vitro, si on n'arrive pas à soulager la patiente, ça peut être effectivement indiqué. Oui. Très bien. Donc, merci, docteur Baudin, pour votre excellente présentation. Et sans trop tarder, donc, on passe à la prochaine Merci. présentation. Merci. Donc, la présentation suivante, c'est la place de l'imagerie dans le bilan d'infertilité, présentée par Dr Nataf.